Donc bonjour à tous, enfin bonjour, bonjour tout seul. Je m'appelle Aurélien, voici Nicolas. Bonjour. On est les deux cofondateurs de Cocoonut, une société de co-living. Donc on a créé cette société l'année dernière et on travaille essentiellement avec 10 partenaires que vous voyez ici justement à gauche de la photo. Ces partenaires sont les 4 partenaires d'Inoé, les 4 partenaires de Tracol, Laurent Rouache qui est le président de Lux PropTech et Jérémy Charrois qui est un entrepreneur de la tech française. Et donc avec l'ensemble de cette équipe, on conçoit et on gère des espaces de co-living et depuis un peu plus récemment, on se concentre sur des immeubles qui ont plusieurs destinations, mais toujours avec on vous expliquera par la suite, mais toujours avec un focus sur les nouveaux arrivants. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on voulait vous parler un petit peu de comment on voyait le co-living, quelle était vraiment sa définition et en quoi ça pouvait devenir à l'avenir un modèle frugal. Alors pour ça, on va déjà se référer à une étude qui a été menée sur les derniers mois qui s'appelle One Shared House 2030. Qui s'est déroulée depuis 18 mois, je crois, et où on a collecté, pas nous, mais en tout cas les personnes qui ont créé cette étude, plus de 180 000 répondants. Ils ont répondu à une question qui était « Quelle est, vous, votre vision du co-living et comment vous souhaiteriez vivre en co-living ?» Dans cette étude, donc, on se propose de se projeter en 2030. Et en 2030, à quoi ressemble notre environnement ? Déjà, on sera 1,2 milliard de plus d'habitants sur cette planète. Et parmi ces habitants, 70% d'entre nous, en 2030, vont vivre dans des villes. Et pour pouvoir loger justement ces 1,2 milliard d'habitants supplémentaires, il va falloir qu'on partage un certain nombre de ressources, de services, et encore plus qu'aujourd'hui. Alors des ressources comme par exemple des cuisines. On voit notamment le phénomène des black kitchens émerger de plus en plus. On va être amené à partager des espaces de travail, des objets connectés, des objets intelligents. On va être amené aussi à partager des services liés à la petite enfance, à l'enfance, des voitures autonomes, des voitures connectées, des vélos électriques, tout un tas de choses. Et finalement, tous ces services qu'on va partager, toutes ces ressources, ça nous amène à parler du co-living. Donc tous ces services, tous ces usages, finalement pour nous, c'est du vivre ensemble et ça va être du co-living. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas quand on se projette à 2030, un tiers d'entre nous vont déjà vivre dans ce mode de partage. Vous allez me dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Effectivement, le fait de partager des ressources, de vivre ensemble, c'est quelque chose que l'humanité a toujours fait depuis la nuit des temps pour trouver des solutions à des problèmes. Notamment le problème de l'urbanisation rapide qui nous amène justement à trouver des solutions pour partager et vivre ensemble. Le phénomène de la solitude qui va nous amener à nous rapprocher d'autres personnes. Et puis un autre phénomène qui est l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation des coûts, l'augmentation des loyers, qui va nous amener aussi à partager, à segmenter nos espaces résidentiels. Quand on revient maintenant aux résultats de cette étude et aux 180 000 répondants à cette étude, on a fait une petite synthèse de leurs réponses. Et comment eux, ils voient le co-living ? Ils le voient déjà à travers une vie dans une ville, ce qui tombe plutôt pas mal. Ils pensent que les espaces, les aménagements qui seront conçus dans les espaces dans lesquels ils vont vivre doivent être conçus par des professionnels, par des architectes. Ils sont prêts à payer pour des services supplémentaires qui vont leur faciliter la vie. Donc ils souhaitent aussi que les endroits où ils vont partager soient par défaut, par conception, meublés, alors que les espaces qu'on va appeler privatifs, vont laisser plus de place à la customisation, à la personnalisation. Ils sont prêts à partager des services tels que Internet, des jardins partagés, des espaces de travail. Clairement,
les espaces tels que les cuisines sont des espaces qu'ils souhaitent partager. Et puis, la communauté, ils la voient sous l'angle d'une dimension relativement petite. Pour une communauté, c'est de 4 à 10 personnes. Et par communauté, on va appeler une communauté les personnes avec qui on va vivre quasiment tous les jours. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas appartenir à une communauté beaucoup plus large. Ils souhaitent aussi que les personnes qui vont vivre avec eux soient sélectionnées, fassent l'objet d'un processus de sélection. Et puis, paradoxalement, ils souhaitent partager, mais ils souhaitent aussi qu'il y ait une frontière très franche, très marquée entre ce qu'ils partagent et ce qu'ils ne partagent pas. Et puis, finalement, le point qui ressort le plus et le plus important de toute cette étude, c'est l'argument principal qui va faire que ces personnes souhaitent vivre en co-living, c'est le lien social. C'est vraiment le point qui ressort le plus. Donc tous ces phénomènes-là, finalement, ils sont communs, qu'on soit au Luxembourg, qu'on soit aux quatre coins du monde. On va retrouver finalement ce phénomène de partage qui va s'accélérer. Mais il y a plusieurs données qui nous font dire qu'au Luxembourg, ces phénomènes ils sont encore plus importants. Alors effectivement, nous on s'est créé en 2020 au Luxembourg. On est français, on a emménagé au Luxembourg il y a quelques années, pour ma part en 2008 et pour Nico il y a 3 ans. Et au final, les choses n'ont pas vraiment changé depuis sur ce laps de temps. Les prix sont toujours hyper élevés et on s'aperçoit qu'on peut citer 3 données qui sont vraiment importantes et qui vont dans ce sens. La première, c'est l'évolution des salaires par rapport à l'évolution du coût de la vie. Donc là, c'est un graphique qui représente sur les 10 dernières années la courbe des salaires en bas qui augmente de 20% et en orange, la courbe du coût de la location d'un appartement. Donc on s'aperçoit que sur les 3 dernières années, le coût de la location a augmenté 3 fois plus vite que les salaires. Une deuxième courbe intéressante à démontrer, et que vous devez connaître aussi si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est le déficit de logement qui existe au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est le deuxième pays en Europe en termes de croissance, d'immigration, derrière Malte. Et la demande de logement est nettement supérieure à l'offre. Et en moyenne, il y a un manque de 1200 logements chaque année au Luxembourg. Enfin, on estime que pour un nouvel arrivant, arrivé au Luxembourg, se cache une dizaine de milliers d'euros de frais cachés. Donc entre les frais d'agence, les déposites, les assurances, le meublement des appartements, à minimum, il y a un billet de 10 000 euros qui est nécessaire pour arriver dans le pays. Au-delà de ces chiffres, finalement, c'est quoi aussi l'expérience de trouver un logement pour un nouvel arrivant? Généralement, on commence à chercher quand on est dans son pays d'origine, on ne trouve pas grand-chose, effectivement. Et puis, vraiment, on va dire que l'expérience commence quand on met les pieds dans le pays. Généralement, on n'a pas d'appartement en arrivant, donc on va certainement prendre une chambre d'hôtel. Puis pour réduire les coûts, dans les jours qui suivent, on essaie de trouver un Airbnb, et puis on va dépenser finalement pas mal d'argent. Et puis, entre-temps, on va visiter des appartements. Avec un peu de chance, on va en trouver un qui nous plaise, potentiellement dans son budget. Et puis, on va être amené à payer énormément de choses, comme le disait Aurélien. Déjà, à commencer par le loyer, 3 mois de caution, avec un bail qui nous lie souvent pour plus de 3 ans, à meubler, etc. Sachant que, généralement, quand on est un expatrié, qu'on arrive au Luxembourg, on a autre chose à faire que tout ça. Parce qu'on vient, on a un employeur et on doit déjà faire ses preuves d'un point de vue professionnel. Et au-delà de ça, on va aussi connaître la solitude, parce que tout ce processus-là, on le fait généralement tout seul, très peu accompagné, et ça nous amène finalement à vivre dans un appartement assez isolé du reste d'une population de laquelle on va être coupé. Cette expérience, ça va être surtout subie pour nous en persona qui a beaucoup d'importance, qui est l'expatrié, qui va avoir entre 25 et 45 ans, qui est une caricature que je fais là de l'expatrié, qui va travailler dans le secteur tertiaire la plupart du temps et qui en moyenne va parcourir quasiment 5000 km de son pays d'origine au Luxembourg. Et donc autant vous dire que du Luxembourg, il ne connaît quasiment rien.
Donc voilà, ces personnes-là vont être à la recherche finalement de flexibilité, de convenience, et c'est ce qu'il faut leur amener, notamment à travers le co-living. Donc tout ce dont on vient de mentionner, finalement, il y a un point qui lie tous ces aspects, c'est le partage. Et on s'aperçoit que le partage, on n'en est finalement qu'au début. On a regardé de près ce qui se passait sur les moteurs de recherche, notamment Google ici, quand on tapait le mot co-living, qu'on tapait aussi et qu'on le comparait au mot coworking dans les recherches, on s'aperçoit que le coworking, c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré dans les esprits. Tout le monde connaît le coworking, beaucoup de monde l'ont expérimenté. Ça n'a plus de secret pour personne. Et on voit que c'est une tendance qui avait commencé à émerger au début des années 2010. Et donc c'est la courbe qui est en bleu. Et quand on regarde la courbe en rouge, qui est celle du nombre de recherches du mot co-living, on s'aperçoit qu'on en est au balbutiement et on peut très bien extrapoler et se dire que ce phénomène va être le même finalement que le coworking. Donc tous ces aspects liés au partage, qui sont naissants pour certains, un peu plus ancrés pour d'autres, qu'est-ce qui signifie finalement concrètement quand on va parler de créer des espaces, créer des résidences, créer des buildings où on va mettre en place, où on va avoir une vraie philosophie de co-living? Alors donc avec Nico, quand on a lancé Coconut, on s'était dit que le modèle à mettre en place, c'était un peu celui à la Friends, celui qu'on fait de façon spontanée avec des amis, à savoir louer un appartement et puis un grand appart avec plusieurs chambres et chacun le sous-loue, ou alors il y en a un qui prend le bail pour tout le monde et après on s'arrange. Donc ça peut marcher quand on connaît les personnes avec qui on travaille. Par contre, quand on habite avec des personnes qui ont peut-être des mêmes centres d'intérêt que nous mais qui viennent de tout horizon, ça ne fonctionne plus. Et donc ce qu'on essaye de faire à travers Coconut, c'est en quelque sorte de professionnaliser la colocation. Et donc cette professionnalisation passe nécessairement par le développement d'immeubles avec des grandes parties dédiées au logement. Donc là, on a matérialisé un immeuble de plusieurs étages et donc on voit, vous allez le voir par la suite, il y a plusieurs couleurs et chaque couleur a une destination spécifique. Et donc là, c'est le logement. Donc le logement, comment on voit ça? On voit ça comme étant des grands appartements avec de 4 à 10 chambres. Chaque chambre compose l'unité privative des résidents, et par unité privative, on entend lit, salle de bain, WC, un coin bureau et un dressing. Et donc ce petit ensemble forme entre 15 et 20 mètres carrés et on vient greffer entre 4 et 10 chambres par appartement autour des lieux communs. Les lieux communs, ce sont les salles à manger et cuisine. Et donc, ce premier ensemble, ce grand appartement représente ce qu'on appelle une tribu. Et donc, cette tribu peut très bien vivre elle-même en stand-alone, ou alors dans des grands projets dans certains projets sur lesquels on travaille, on peut empiler ces appartements et donc passer d'une communauté de 4 à 10 personnes à, s'il y a par exemple 10 étages, de 40 à 100 personnes. Donc ça, c'est la première partie dédiée au logement. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Nico. Et au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir aussi bien avec des investisseurs ou avec des promoteurs, on s'est aperçu que quand ils créaient ces immeubles, effectivement, les étages supérieurs étaient dédiés au logement, mais il y avait aussi des étages intermédiaires où il fallait développer du bureau. Donc on nous a demandé si ça nous intéressait de gérer aussi cette partie. Et effectivement, on trouvait qu'il y avait beaucoup de synergie à faire entre ces espaces de bureau et ces espaces de logement. Et donc on est en train de développer une offre de coworking. Et donc c'est ce qui est matérialisé par ce schéma actuellement. Enfin, ces immeubles sont aussi composés d'un rez-de-chaussée et ces rez-de-chaussée sont considérés comme des socles. Dans ces socles, on souhaite qu'ils soient hyperactifs, qu'il y ait du monde tout le temps, qu'ils soient ouverts vers le public, mais qui proposent aussi des services supplémentaires aux co-livers et aux coworkers. Donc nous, on aime bien parler de entertainment parce qu'on va essayer de développer des services, de proposer des activités en rez-de-chaussée, ouverts aussi bien vers l'extérieur qu'aux personnes qui habitent dans les étages supérieurs ou dans les étages un peu plus bas. Alors ça, c'est le bâtiment un peu idéal, tel qu'on le rêve, tel qu'on est en train aussi de
le bâtir sur certains projets. Mais d'un point de vue général, ce qui se passe dans la réalité quand on va créer un immeuble, c'est que les différents acteurs qui vont être amenés à travailler soit sur la conception, soit sur le développement ou la gestion opérationnelle de l'immeuble sont des personnes ou des services qui sont différents et qui se focus sur un usage qui va être très spécifique. Nous, ce qu'on voit à travers ça, finalement, c'est une opportunité qui est énorme de se faire un vrai focus sur l'expérience utilisateur et sur tous les usages qu'on va pouvoir développer à travers les dimensions résidentielles, travail, bureau et restauration. Avec le développement de 4 piliers principalement, systématiquement sur chacune de ces dimensions, qui sont apporter de la flexibilité aux usagers, les affranchir d'un bail long terme, les affranchir du côté administratif et de tout ce qui peut polluer l'expérience d'habitation, de travail ou de restauration. Le deuxième pilier, c'est créer des communautés, que ce soit des petites communautés à l'échelle de nos tribus qui sont de 4 à 10 personnes, mais des communautés beaucoup plus larges qui vont inclure les résidents, les travailleurs, les habitants du quartier qui vont profiter de la restauration, etc. Et donc, c'est créer une communauté qui soit la plus large possible. Le troisième pilier, c'est proposer un ensemble de services, un peu comme sur le modèle des condominiums américains, où l'objectif est d'apporter un maximum de confort aux usagers. Ça passe par un Wi-Fi haut débit, un ménage récurrent dans les espaces, l'accès à des événements, une salle de sport, une salle de projection, fournir des vélos, des trottinettes électriques, etc. Tout ça inclus. Et enfin, le quatrième pilier qui pour nous est très très important aussi, c'est la technologie qui va permettre d'une part aux usagers de piloter ces services. Par exemple, j'ai besoin de réserver une machine à laver qui va être aussi partagée pour tel créneau, je vais pouvoir la réserver. J'ai besoin de réserver une trottinette électrique et m'assurer qu'elle est bien disponible quand je vais en avoir besoin. En un clic, quelque part, je vais pouvoir la réserver. Donc il y a cet aspect vraiment apporter beaucoup plus de convenience à l'utilisateur et d'un autre côté également permettre de réduire les coûts d'un point de vue exécution en tant qu'opérateur sur tous ces usages, minimiser les tâches manuelles, automatiser tout ce qui peut être automatisé, digitaliser tout ce qui peut être papier et on commence à rentrer dans quelque chose qui est vraiment frugal, intéressant aussi bien d'un point de vue du locataire, de l'usager que finalement de l'opérateur et indirectement du propriétaire et de l'investisseur. Et donc tout ça, on vous l'a pas dit, mais avec Nico, on est tombé dans le co-living, pas par hasard. Il y a 3 centres d'intérêt qu'on a en commun, l'immobilier, l'innovation et la décoration d'intérieur. Donc nous, ce qu'on souhaite faire avec Coconut, c'est vraiment développer des espaces dans lesquels on aimerait habiter, dans lesquels on aimerait travailler et dans lesquels on aimerait se restaurer et se divertir. Donc là, c'est par exemple un mood board qu'on a eu l'occasion de faire sur un des projets. C'est un style un peu bohème chic qui convient tout à fait à l'esprit qu'on souhaite véhiculer. C'est des personnes qui viennent de très loin, donc le voyage, c'était un petit clin d'œil. Et voilà, c'est quelques illustrations pour vous montrer à quoi ressemble un intérieur chez Coconut. Et donc chez Coconut, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment être un one-stop shop auprès des promoteurs, auprès des investisseurs. Et donc on souhaite commencer à travailler vraiment en amont du projet pour pouvoir penser avec les investisseurs, penser avec les promoteurs des espaces qui soient pratiques, qui soient bien gérés, faciles à gérer, faciles à habiter. Et donc c'est pour ça on propose une offre de service aussi bien avant la mise en location des biens que pendant la construction, mais aussi post-construction, et c'est le gros de notre travail, assurer et faire en sorte que la vie de l'immeuble se passe pour le mieux.
Comment on fait ça? On a deux possibilités. La première, c'est celle à laquelle on pensait initialement avec Nico, c'est celle que je vous ai énumérée tout à l'heure, à savoir louer une maison dans son entièreté et la sous-louer à plusieurs personnes. C'est ce qui paraît être le plus logique, mais au final et au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir, on a développé un autre modèle qui est le modèle de gérant. Où on ne prend pas de biens en location, mais on agit comme un tiers qui va organiser l'ensemble des prestataires et faire en sorte que tout se mette bien en musique pour que ce soit facile d'un point de vue investisseur, facile d'un point de vue locataire et que pour nous, il y ait le plus d'aisance dans la gestion quotidienne. Finalement, tout ça, d'un point de vue investisseur, pourquoi ça va être intéressant? C'est parce que derrière se cache, magie, un business model qui va être axé sur, disons, 4 accélérateurs. Le premier, ça va être de transformer un contrat long terme, potentiellement avec nous, en plusieurs contrats, disons, moyen terme avec des locataires. Le deuxième accélérateur, ça va être le fait de densifier finalement le nombre d'unités de logement, le nombre d'unités de bureaux si on travaille sous l'angle coworking sur un même espace et donc de rentabiliser le mètre carré. Le troisième accélérateur, ça va être le fait de capitaliser, factoriser l'ensemble des services qu'on va retrouver sur un immeuble et de se dire que voilà, on va les regrouper, les offrir à nos différents usagers sans avoir une segmentation de ces prestataires. Et enfin, le dernier accélérateur, c'est justement la technologie qui nous permet de digitaliser l'expérience, en tout cas une partie de l'expérience, réduire les frictions, notamment quand on pense à l'usage en co-living ou la colocation classique. On sait qu'il y a toujours des petites frictions à régler. L'objectif de l'application et du digital, c'est de minimiser ces frictions et d'être beaucoup plus efficace aussi sur l'aspect opérationnel. Petit zoom sur les services et justement toutes les synergies qu'on va pouvoir développer en termes de services, notamment quand on va développer des immeubles où on va retrouver du co-living et du coworking. Généralement, on va retrouver ce type de spectre de services pour du co-living, pour du coworking, sachant qu'on va avoir des choses qui vont être très spécifiques au résidentiel, notamment l'accès à une buanderie, le stockage des bagages, etc. Et puis des services très spécifiques au coworking, l'accès à une imprimante connectée, l'accès à un bureau privatif, avoir une adresse postale d'entreprise, etc., etc. Et puis on voit que sur la partie droite, c'est tous les services finalement que je vais pouvoir mutualiser entre mes usages de co-living, mes usages de coworking et pourquoi pas d'autres usages. Et on voit que juste à travers ce slide-là, on voit tous les bénéfices qu'on va pouvoir tirer en termes d'exécution. Et pour nous, c'est aussi une clé du développement d'immeubles où on va pouvoir justement rassembler ces différentes dimensions. En tout cas, d'autres bénéfices qu'on va pouvoir apporter à un propriétaire, un investisseur, un promoteur, c'est le fait d'avoir un point de contact unique sur le côté opérationnel, que ce soit sur la partie résidentielle, bureau ou rez-de-chaussée commercial. C'est pouvoir effectivement minimiser le nombre de ressources qu'on va pouvoir développer pour gérer l'immeuble. L'avantage aussi de passer par un opérateur comme Coconut aussi, c'est le fait de pouvoir nous impliquer en amont du projet et faire en sorte que les espaces soient conçus de façon optimale par rapport à la destination finale de l'immeuble. Là-dessus, je vous citerai simplement un exemple qui est la gestion des accès, qui parfois est un problème quand on doit faire passer des personnes d'un espace à un autre. Si on conçoit tout ça en amont et si on le pense en serrure connectée avec un management access centralisé, c'est des choses qui deviennent d'une fluidité incroyable. On va pouvoir générer des synergies qui sont hyper intéressantes entre chaque dimension. Par exemple, je vais pouvoir offrir un membership de coworking
à mes personnes qui vivent en co-living, qui sont des expats, parfois des digital nomades, et qui vont avoir besoin d'accéder à un espace de travail. Et donc là, c'est des synergies qui sont hyper naturelles et qu'on va pouvoir développer. Le fait aussi de pouvoir se focaliser sur un persona qui est unique et qui est commun finalement au résidentiel, aux espaces de bureau et à la restauration, ça va pouvoir aussi nous amener une efficacité certaine en termes de marketing et de go-to-market, de se dire ok, finalement la cible c'est ce type de personnes et je vais pouvoir les cibler et mutualiser mes efforts marketing, communication pour atteindre ces cibles, alors que derrière je vais pouvoir nourrir 3 usages. Puis finalement, tout ce qu'on va pouvoir développer à travers ça, c'est beaucoup de flexibilité et développer aussi des offres liées au quartier. On travaille notamment d'ores et déjà sur notre future application qui va permettre aussi à nos usagers de bénéficier de discounts auprès de restaurateurs, de marchands du quartier. Et donc ça, c'est aussi tout l'aspect communautaire qui est super important à développer. Et donc pour conclure, on vous a montré ici sur ce slide trois exemples de projets sur lesquels on travaille. Celui de gauche, c'est la première maison qu'on a lancée en juin dernier. Donc c'est une petite maison, il y a 6 unités. Elles se sont, chacune des chambres, tout s'est loué en 48 heures. On a eu une personne récemment qui a souhaité terminer par anticipation son contrat et on a reloué la même chambre en 1 heure. Donc ce qui marque vraiment, ce qui témoigne vraiment d'une grosse demande ici au Luxembourg. Le projet du milieu, c'est un projet qui se situe à Esch-Belleval, donc en face du Square Mile, et qui sera notre premier gros projet puisqu'il regroupera 28 unités de co-living et au rez-de-chaussée un coworking et un espace de restauration. Et enfin, l'exemple de droite, c'est un gros projet sur lequel on travaille et qui sera livré dans 18 mois à peu près, où on retrouve 10 appartements de 5 chambres répartis sur 5 étages. Et au rez-de-chaussée et au rez-de-jardin, on trouvera un coworking et un concept de restauration également. Voilà, la présentation a duré un peu moins longtemps que prévu. Mais du coup, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Et sinon, bon appétit. Vous avez des questions ? Bonjour. Donc je vais. Ok. Ouais. Bonjour. Donc je vais quand même poser une question. Merci pour la présentation également. À partir de quand que ça devient rentable de passer par Coconut au lieu de faire l'investissement soi-même et de le donner en location soi-même? C'est Aurélien le financier normalement, donc c'est lui le plus à même à répondre à la question. Mais globalement, on peut le voir en fonction du temps. Enfin, la plupart des investisseurs et des promoteurs qui s'engagent sur un projet de co-living, on va se retrouver sur des contrats de minimum 9 ans, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas rentable avant 9 ans, mais l'intérêt est vraiment de voir le projet sur du long terme, parce que ça nécessite un certain nombre d'investissements, notamment l'ameublement, le design, la décoration, qui a un coût. Et donc l'idée, c'est pas de faire du co-living 2 ans et puis finalement de jeter tous les meubles et puis de repartir sur un autre projet. Donc il faut effectivement la capacité de rembourser cet investissement de départ. Et puis après, on estime que la rentabilité, juste pour citer, on va dire, un projet d'une taille de maison, comme le premier projet dont Aurélien a parlé, on estime que là, le yield attendu sur ce type de bien, il est de 150 points de base de plus que du résidentiel classique. Et en tout état de cause, pardon, donc la taille minimale d'un appartement, c'est 4 à 10 chambres.
Et donc, ce qu'on propose, c'est une certaine flexibilité. Donc, de par la flexibilité, on entend des baux qui sont plus courts que les classiques baux qui vous engagent sur 3 ans. Donc, il y a un peu plus de turnover. Il y a l'aspect communautaire aussi qui est important. Donc, il faut animer cette communauté. Et donc, au final, si vous voulez faire ça par vous-même, et c'est ce qui justifie aussi le fait qu'on ne soit pas moins cher qu'un studio, par exemple, si vous voulez faire ça par vous-même, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie. Il faut aussi certaines connexions. Donc c'est quelque chose qui est différent en fait. Effectivement, si vous avez un appartement d'une chambre, que vous n'en avez qu'un, vous n'aurez pas forcément intérêt à travailler avec nous et vous aurez plutôt intérêt à mettre votre bien en location sur des baux classiques qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps à gérer. Après, comme l'a dit Nico, en moyenne sur le secteur, un asset géré en co-living paye 150 points de base de plus que du résidentiel classique. Nous, sur les projets sur lesquels on travaille, on s'aperçoit que pour la plupart des projets, et après c'est aussi en fonction de comment vous rentrez sur le bien, si vous l'achetez bien ou pas, mais en gros on paye entre 4 et 5% le propriétaire reçoit entre 4 à 5% du montant de loyer en termes de rentabilité. En net. Ouais, net de tout frais, quoi. Tout frais, charges. Sauf impôt. Ouais. Allez, tu vas. Oui, bonjour. Merci de votre présentation. Moi, je voulais savoir quel était le cadre juridique dans lequel vous vous inscriviez, si vous étiez prestataire de service ou si vous veniez locataire sur le long terme, que vous nous expliquiez un peu. Ouais, du coup, il y a deux aspects. Donc, le premier, sur lequel nous paraissait le plus logique à tout le monde au début, c'est effectivement de prendre à bail et de sous-louer. Donc ça sous-entendait qu'il fallait l'autorisation du propriétaire. Donc ça, c'est la première proposition. La deuxième, on se situe comme un prestataire de service où on prend un certain montant de fees sur les loyers perçus par le propriétaire. Et donc, on agit au même titre, je ne sais pas, qu'une société de femmes de ménage. Nous, on se gère de coordonner l'ensemble des prestataires, de faire vivre la communauté. On peut également travailler un peu plus en amont du projet et participer à l'élaboration du design, de la décoration d'intérieur, de l'aménagement intérieur également. Donc ça, c'est les deux types de projets, de propositions qu'on peut faire aux propriétaires et aux investisseurs. Et après, dans le cadre de la réglementation, il y a eu un flou juridique ici au Luxembourg pendant plusieurs années. Depuis fin 2019, il y a un cadre qui est en train de s'instaurer avec des contraintes qui sont de plus en plus fortes en matière de salubrité, d'hygiène, de sécurité, de logement, et c'est déjà pas mal. Mais en tout état de cause, nous, on veut concevoir des espaces dans lesquels on aimerait habiter, travailler ou se divertir. Et dans tous les cas, cette réglementation a été pour nous une opportunité parce qu'on est par design plus contraignant que ce qui va être demandé par la législation. Nous, dans la grande majorité des projets qu'on va livrer, c'est une salle de douche avec un WC privatif, alors que la législation, vous pouvez avoir jusqu'à 6 personnes rattachées à un même toilette. Donc pour nous, on considère que c'est pas possible. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est en ce sens que nous, en tout cas, on essaie de professionnaliser la colocation et de faire en sorte que la colocation devienne un sous-actif à part entière de l'immobilier, quoi. Merci. Merci beaucoup.